Avez-vous eu la fibre journalistique qui a vibré avant hier quand c'est sorti de la grosse nouvelle de même d'un premier ministre qui démissionne? Avez-vous eu une petite palpitation, quelque chose? Moi, je me suis dit, quelle place il va rester à Alexandre Texier dans tout ça? Ça va tout le thunder à Alexandre Texier. Oui, exactement. Il n'y en a pas de question au téléjournal d'Alexandre Texier. Mais non. Non, c'est toute la faute. Ça aurait été la journée parfaite, par exemple, pour que le CF Montréal sorte une grosse nouvelle conférence de presse. C'est l'argent, Mais non, mais je dis ça parce que Martin, tu sais que Martin a couvert... t'étais à Ottawa. J'étais à Ottawa. J'étais où les vraies choses se passent. C'est ça. T'étais-tu là dans le temps de Kim Campbell ou après? Hein? Après, j'étais là pendant le premier, deuxième mandat de Jean Chrétien. OK. Et non, ce sont des journées, écoute, les gens qui couvrent la politique, là, ça oui. Écoute, même moi... C'est comme un jour de congédiement de l'entraîneur du Canadien pour exactement. Les gars qui couvrent le hockey. Là. C'est juste un petit peu en dessous du congédiement. c'est presque ça. C'est pas loin. C'est proche, ouais. As-tu couvert autre chose que du sport? Non. Ah, c'est pour ça. Jamais, ouais. Je sais, c'est pour ça. J'étais destiné à de plus grandes choses, mais finalement, je me contente de sport. Finalement, 3-2. C'est ça, exactement. 20 tirs au but. Des affaires de même. Ce que tu veux. Non, mais même moi qui n'ai pas du tout la fibre journalistique, quand ça arrive, des affaires de même, je fais comme OK, il se passe quelque chose. C'est majeur. Il y a beaucoup de mouvances sur la scène politique québécoise, d'incertitudes. Il y a des... C'est ouvert. C'est ouvert. Il y a deux des partis principaux présentement qui n'ont pas de chef. Là, c'est quand même... Il y a des élections cette année, fait que c'est quand même pas rien. Alors, salutations à nos collègues qui ont travaillé fort. Et qui n'ont pas fini de travailler fort. Parce qu'il va y avoir des courses à la chefferie, etc. Mais tu le sens que ça mobilise les forces journalistiques. Un des gros événements, puis qu'il y a comme il y a un branle-bas de combat. Oui, oui. Moi, je me souviens, écoute, le 11 septembre à la presse, là, ça avait été quelque chose. Ça a été... On était sortis... Tu sais, moi, je travaillais au pupitre des sports, puis ils nous avaient appelés pour qu'on rentre plus tôt en journée pour qu'on fasse la mise en page d'un journal qui allait paraître durant la journée. Ce qui est la seule fois que... C'est la seule fois que c'est arrivé pendant les années que j'étais à la presse. J'étais là pendant 17 ans. Puis d'avoir une édition de jour du papier, tu sais, à la suite des événements du 11 septembre, c'est comme, wow, c'est majeur. Les forces de tout le monde sont requises maintenant, là, appeler la réserve nationale. Je prenais l'avion cette journée-là, moi. Je m'en allais au Grand Prix d'Italie. T'es pas allé, hein? Je suis jamais décollé. T'es pas allé. Je suis jamais décollé. Non. Puis c'est vrai, il y a des grands moments comme ça. Je me souviens, j'étais au travail le soir où René Lévesque est décédé. Puis ça change... Ça change une salle de rédaction. C'était mardi, puis finalement... C'était un week-end. C'était un week-end de mémoire. C'était une petite soirée, puis finalement... Oh là là, quand même. Hein. Oui, parce que les enfants, avant, le journal était imprimé sur du papier. C'était comme ça. Cela dit, il n'y a pas eu... Je sais que certains journaux l'ont fait, mais ça existait, ça, une édition du matin. Non, une édition du soir. Il y avait des journaux qui étaient publiés. Quand j'étais petit, la presse était publiée l'après-midi. J'avais des amis qui étaient camelots qui passaient la presse après l'école. Là, Mais c'était une deuxième édition ou c'était la seule édition de la journée? Bonne question. Jack me dit que c'était la seule édition. La seule édition. Oui, probablement à l'époque où il faisait compétition avec le Montréal Matin, qui lui était publié le matin. Peut-être. Mais enfin, je sais pas. On y reviendra. Alors, s'il y a des historiens là, du papier à l'écoute, on est preneur pour quelques lumières. Jack a été camelot. J'ai été camelot. Moi, j'ai remplacé mon frère qui était camelot. J'ai fait des runs. Oui. Alors, on peut tous dire qu'on a commencé au bas de l'échelle. Passer la collecte. Dans le monde des médias, oui. Passer la collecte avec le poinçon, là. C'était mon point faible, ça, la collecte. J'étais pas fort, ça, la collecte. Non. J'avais déjà un avenir de businessman, qui partait avec deux prises. Moi, j'étais ado quand j'étais camelot, puis j'aimais tellement dormir le matin que je préférais attendre qu'ils viennent livrer le journal à 2 h du matin ou à 2 h 30 du matin pour le passer avant d'aller me coucher. Hey, ça, des clients satisfaits, tu dis? Absolument. Il n'y avait jamais un client qui se levait que son journal n'était pas sur son paillasson. D'accord. OK, aujourd'hui... Petite semaine, 2 ans pour Texier, et ça tombe comme des mouches sur l'équipe canadienne. C'est tellement hockey, épisode 456.
chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour. Bonjour, messieurs. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Bonjour. Tour-Loup. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est une équipe qui ont les joueurs pour exécuter à un très haut niveau. C'est ça qu'ils ont fait. Le premier, c'était un lancer voilé. On a juste manqué de la bloquer, mais on était là. Mais c'est des joueurs clés qui sont capables de faire ces jeux-là. Mais en général, notre piqué, je trouve qu'il nous donne du bon hockey. Ça aurait été le fun d'être capable d'en tuer plus, mais c'est pas une ligue facile, surtout quand tu as ces joueurs-là. Martin Saint-Louis, après la défaite de son équipe face aux Sabres à Buffalo, commençons avec ça. Ils sont bien bons. Oui, ils sont bons. Mais que s'est-il passé? Ça, c'est le grand mystère de la vie. J'avais hâte de voir ce match-là parce que, on entendait parler de la séquence de succès des Sabres depuis pas loin de la mi-décembre. Puis ça semble, pour tous ceux qui suivent le hockey de près, ça semble un peu irréel. Là. Tout le monde se dit, écoute, ça va. 15 en 17. 15 victoires en 17 matchs. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale depuis plus qu'un mois. Puis, écoute, le type de match qu'ils ont disputé, qu'ils ont offert aux Canadiens hier, ça a été très difficile pour le Canadien. Il n'y a pas eu beaucoup de chances de marquer qui ont été données. Les Sabres ont fait mal à l'unité de désavantage numérique du Canadien. Ils ont profité de leur chance. C'était pas un match offensif ouvert comme ce qu'on avait vu contre Vancouver. Là, les joueurs du Canadien avaient semblé manquer de respect. Donc, ça a été... les deux équipes savaient que c'était un match important dans la division, un match difficile. Et les Sabres ont joué du très, très bon hockey. Et en regardant ce match-là, je pensais à Kevyn Adams, le directeur général des Sabres, qui a été congédié à la mi-décembre. Puis il doit se mordre les joues un peu parce qu'il n'y a pas eu trop de changements. À part son absence, son départ, c'est pas mal ça. La séquence victorieuse avait commencé. Il y avait comme 3 victoires de suite, je pense, quand il a été congédié, Adams. Oui. Mais là, il doit regarder ça de son salon puis se dire... C'est mon œuvre. C'est mon œuvre. C'est mon gâteau qui est en train de lever et je ne suis plus dans la cuisine. Alors, c'est quand même particulier. C'est à se demander si il n'y avait pas un manque de confiance flagrant envers le patron. Tu sais, normalement... Il pourrait y avoir un lien de cause à effet, tu penses? Ben, c'est parce que qu'est-ce qui a changé à part de ça? C'est pas les joueurs. Le coach est demeuré le même, mais le niveau de confiance de cette équipe-là a levé de 5 crans. C'est le jour et la nuit. Ils sont méconnaissables. Puis ils appliquent un système qui est rigoureux. C'est pratiquement la trappe en zone neutre. Ils sont constamment sur le dos de l'adversaire. Ils créent des surnombres dans le haut de la zone, dans le bas de la zone. Tu disais qu'ils profitent de leur chance. Ils sont efficaces sur les unités spéciales. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour eux en ce moment. Mais c'est pas... Outre 3 ou 4 joueurs qui sont de très haut niveau, là, les Thompson, Dahlin, Tuch, etc., c'est pas non plus une super puissance de la Ligue nationale. Non. Bon, puis ils jouent. C'est pas la meilleure équipe de la Ligue nationale. Ben non. Puis en ce moment, ils jouent au-dessus de leur tête. Là. Mais il va y avoir un réajustement à un certain moment donné, mais sauf qu'on a attendu pendant tellement longtemps que cette équipe-là sorte des bas-fonds en se disant, bon... on riait des Sabres en se disant, c'est sûr, ils vont s'auto-pelure de bananiser parce que ce sont les Sabres. C'est les Sabres. Mais dans les faits, c'est une meilleure équipe que ça. Tu regardes leur top 4. Absolument. Leur top 4 en défense, il y a bien des équipes qui le prendraient. Alors, finalement, ils sont sortis de leur running gag, et ils sont en train de devenir autre chose que ces fameux Sabres dont on se pète la tête. Mais c'est pas... on s'entend que c'est pas non plus... je m'attends pas à ce que ce soit une équipe qui finisse en tête de la division. Là. Non, enfin... calmons. Prenons un instant, parce que c'est difficile de comprendre quoi que ce soit, mais je veux insister là-dessus. Comment le départ de Kevyn Adams, je peux pas... Je comprends que dans la chronologie, là, c'est ça qui se passe, mais
Non, moi, je veux pas croire à ça. Je veux dire, un nouveau directeur général peut faire un discours inspirant à son arrêt, mais il y a des limites à au résultat que peut produire un discours fait dans le vestiaire quand un nouveau patron arrive. Là. Mais cette séquence-là, il venait de coller 3 victoires. Fait qu'il y avait quelque chose, mais tu réussis pas à remporter 15 matchs sur 17 dans la Ligue nationale. En temps réglementaire, je pense les 15, à moins que je me trompe. Il y en a eu... Non, il y en a eu 2. En fait, non, c'est pas vrai. Il y en a eu une victoire en prolongation contre Ottawa, une victoire en tir de barrage contre les Highlanders, puis une autre en... OK, il y en a quelques... il y en a 3 en tout qui sont en prolongation. Mais tu ne remportes pas 15 matchs sur 17 dans la Ligue nationale par hasard. Là. Comment... Moi, c'est ça que on se demande toujours, on a toujours l'image, la bonne vieille blague, dire qu'est-ce qui se passe dans le contenant de yogourt entre le 17 février et la date de péremption. C'est ça, mais comment la flamme peut-elle jaillir de cette façon-là après autant d'années d'échecs, de déceptions, de médiocrité, de transactions, d'incertitudes, de tout de carrousel devant le filet, de tout ce que tu veux. Écoute, il se passe quelque chose. Là. Les Sabres de Buffalo, à cause de cette séquence-là, maintiennent maintenant un rythme d'une saison de 100 points. Ils sont à 3 points du Canadien. Ils ont 2 matchs en main. Le bon vieux Lindy Ruff... à qui beaucoup de gens prévoyaient un autre congédiement il n'y a pas si longtemps. A l'air en parfait contrôle. Tout le monde a l'air aligné. Moi, je vais continuer à suivre cette équipe-là parce que ça arrive, ce genre de métamorphose-là positive, parce qu'on voit des équipes s'écrouler des fois. C'est rare que tu vois ça. Est-ce qu'on peut admettre candidement qu'on est devant un des mystères de la vie? Ben. Est-ce qu'on peut faire preuve d'humilité et admettre que ça nous dépasse? Ça nous dépasse, oui, c'est ça. Il faut accepter le mystère. Il faut accepter, c'est au-delà de ce qu'on peut... parce qu'il y a un peu de ça. Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est surtout ça, c'est la cohésion. La volonté de jouer l'un pour l'autre aussi. Ben, c'est ça. Puis des éléments qui souvent sont insufflés par l'entraîneur. Puis Martin, tu viens de dire, Lindy Ruff, on donnait pas cher de sa peau. Puis ça reste que, comment dire... C'est pas la mode, là, les entraîneurs de cette époque-là non plus. C'était comme facile. Alors que moi, j'ai vu... c'est ça, c'était moderne, la façon dont cette équipe-là s'est comportée hier. On savait qu'ils avaient des bons joueurs. Josh Doan m'a impressionné. Ouais, ça va être un très bon joueur de hockey, ça. Considérant qu'ils étaient un peu coincés dans le dossier de J.J. Peterka, qui était un des nombreux joueurs qui souhaitaient s'en aller. Là, ils ont mis la main. Bon, Michael Kesselring a eu toutes les misères du monde à se mettre en marche cette année à cause des blessures, mais Josh Doan devient rapidement un attaquant qui a un impact positif. Il produit, mais en plus, il y a une énergie qui vient pas de nulle part. Là. On reconnaît, c'est le fils de l'autre. C'est le fils de Shane. Jack me dit qu'il faut qu'on parle du Canadien. Là. Non, on n'en parle pas du Canadien. On parle juste des Sabres. C'est un spécial Buffalo. C'est un spécial Buffalo. Plus tard, Marc-Antoine va nous donner ses recommandations où manger. Où manger à Buffalo. Où manger à Buffalo. Il y a plusieurs bonnes recommandations. Ça reste bon, que c'est pas une grosse semaine pour le Canadien. Il y a une défaite en prolongation plutôt contre les Capitals. Hier, contre Détroit aussi. Détroit-Buffalo, c'était 2 rivaux directs de division. Mais moi, j'accroche toujours sur les 10 derniers matchs. Puis quand tu regardes les 10 derniers matchs, c'est une équipe qui joue pour un peu plus que 600. Pout, ça se maintient. C'est encore le cas là, malgré ces 2 matchs-là. Là. Ben, écoute, ils ont joué 6 matchs en 9 soirs. Tu faisais jouer l'extrait de Martin Saint-Louis. En fait, c'est Jack qui le faisait. C'est Jack. C'est tout Jack. Mais... Puis Martin était il a donné le crédit au Sabres, mais je comprends qu'il ne veuille pas lancer la pierre à son équipe parce que, sans dire qu'elle est au bout du rouleau, je trouve que depuis 2 matchs, elle tire la langue, cette équipe-là. Puis hier, je trouve que la victoire des Sabres n'a jamais fait de doute. Début à la fin, ils m'ont apparu comme étant la meilleure équipe sur la patinoire. Le Canadien s'est bien défendu, mais sauf que s'il avait gagné ce match-là,
il aurait volé des points. Parce que les Sabres étaient la meilleure équipe sur la glace. Je suis d'accord avec toi, Marc-Antoine, sur le fait que l'équipe tire la langue. Puis moi, je trouve qu'on a vu quelque chose de rare cette semaine dans le match que le Canadien disputait aux Capitals de Washington. On a vu une équipe de hockey frapper le mur en direct. Tu sais, c'est un concept un peu la fatigue, un peu subliminal ou abstrait. Là. Bon, l'équipe est fatiguée, calendrier. Mais je ne sais pas si vous êtes aux Jeux olympiques, vous regardez le marathon, des fois l'épreuve du marathon. C'est trop long. Moi, je m'aurais... Ben, tu sais, c'est 2 heures de télévision, mais il y a toujours un groupe de meneurs. Là, puis là, quand tu arrives dans les kilomètres, à partir du 30e kilomètre, là, il y a une espèce de joute de poker qui se joue. Là, les gars courent, puis ils ont l'air frais et dispo. Puis là, à un moment donné, tu vois, il y en a... Tu vois les gars cassés. Là. Ils frappent le mur, puis il y en a 2 ou 3 qui continuent, qui maintiennent le rythme. Puis après ça, quand tu arrives dans les 5-6 derniers kilomètres, il y en a d'autres qui cassent. Mais le Canadien, après 2 périodes contre Washington, c'est comme si le plancher avait disparu. C'est comme si quelqu'un leur avait scié les jambes durant l'entracte. Et il dominait ce match-là, chances de marquer, ça allait bien, tout ça. Les chances de marquer, dans les 24 dernières minutes de jeu, ça a été 20-3. En 24 minutes de jeu, 20-3 pour Washington. Ils n'étaient plus capables. La chaîne a débarqué. Et ça, quand la fatigue comme ça frappe ton équipe, c'est sûr que ça prend du repos pour te remettre de ça, mais c'est pas instantanément. On va avoir congé demain, puis vous allez être correct après. Je pense qu'ils ont puisé très profondément dans la banque d'énergie. Puis il y a, comme Marc-Antoine le disait, je pense qu'il restait quelque chose de ça dans le match contre les Sabres. Quand tu coaches une équipe, quand tu diriges une équipe, tu le vois. Ça, ce gars-là a plus d'énergie. Hier, Danault a eu un match extrêmement difficile. Là, je pense qu'ils ont eu 10 % de possession de rondelles quand les Canadiens étaient... Quand Danault était sur la patinoire pour le Canadien. Il a commis un revirement qui a mené au but... 2 revirements, en fait, successifs sur le même jeu qui ont mené au but de la victoire pour les Sabres. C'est un vétéran, 32 ans, c'est ça. Il a peut-être été frappé un peu plus, mais on voyait que l'étincelle n'était plus vraiment là. Et en plus, il n'y a rien de plus normal. Je veux dire, c'était la période, la portion la plus condensée du calendrier, si je ne m'abuse. Il y en a eu une équivalente en décembre. Puis je sais, l'argument, c'est de dire toutes les équipes passent à travers ça. C'est vrai. Ouais. Mais sauf qu'ils passent à des moments différents. Fait que là, on en parle maintenant pour le Canadien. Puis à partir de maintenant, on n'en parlera probablement plus parce que, tu sais, là, ça va être la cadence, un match aux 2 jours, des fois 2 jours de congé, puis il va y avoir le break olympique, etc. Puis on n'en parlait pas en septembre et octobre, en octobre et novembre, mais il y a d'autres équipes qui le vivaient en début de saison. Fait que c'est juste que les équipes, le calendrier condensé est condensé à différents moments. Puis je pense que ça vaut quand même la peine de l'indiquer pour ce qui est du Canadien parce que c'est un facteur. Puis il s'est, somme toute, dans ces 2 matchs-là, puis encore hier à Buffalo, c'est très, très bien battu, mais c'est ça, tu le sens. Des fois, c'est pas nécessairement physique, ça peut être mental aussi. Tu sais, Lane Hutton, qui est un gars qui continuellement a l'air d'avoir une réserve d'énergie infinie, ben, tu sais, t'as des petites pertes de concentration, des petits moments où tu dis « Ah, tiens, normalement, il ferait pas ça. » Il a perdu possession de la rondelle tout seul. En dribblant la rondelle, il a perdu possession dans des séquences offensives 2 fois. 2 fois où est-ce que tu dis « Ça aurait été des chances A, là, des chances Canada de fantasy. » Triple A. Oui. Alors, tu sais, à mon sens, moi, j'associe ça à une certaine une accumulation puis une fatigue mentale, presque plus que physique, mais il y en a d'autres qui le ressentent de façon physique. Puis, mais c'est correct. C'est une défaite honorable face à un adversaire qui, en ce moment, est en pleine possession de ses moyens. C'est ça. La fin de semaine va être intéressante, évidemment, mais juste, tu parlais de Philippe Danault. J'ai fait ça aussi avec Jacky plus tôt cette semaine. Au lendemain d'un mauvais match, je voulais vanter ses mérites. Mais c'est vrai que si on oublie le match d'hier, on commence à avoir un bon échantillon. Ça fait quoi, 3 semaines? Un peu plus que 2 semaines que Danault s'est amené avec l'équipe. Et on le voit, entre autres, sur la performance de l'unité de désavantage numérique. Mais on voit là, que le bilan est très positif là, de son arrivée. Oui, mais quand tu es arrivé, on disait
ce n'est plus le même joueur. Il ne faut pas s'attendre à voir le joueur qui pivotait le premier trio du Canadien quand il est parti, puis le joueur qu'il était quand il a participé à la finale de la Coupe Stanley avec le Canadien. C'est exactement ça. Il n'y a pas le même... il n'y a pas la même vitesse, il n'y a pas le même impact offensivement. Il gagne les mises au jeu importantes. Il fait un travail honnête, mais c'est ça. Faut pas le regarder avec les yeux du passé. Non, mais c'est une présence expérimentée dans la plus jeune équipe de la Ligue nationale, puis ça fait du bien. Ça va devenir un équivalent gaucher de Jake Evans un peu là, dans la vie de tous les jours. Ouais. À son retour, ça va être intéressant parce que ça va vraiment donner aux Canadiens les 3e et 4e trios équivalents à ce qu'on voyait l'année dernière avec Christian Dvorak. Exact. Mais puis je continue de trouver qu'il y a quand même des flashs offensifs qui suggèrent que c'est un gars qui en a plus à donner offensivement que Jake Evans. Mais en même temps, c'est ça. C'est plus un jeune poulet non plus. Là. On le voit que... On voit que ça a passé un petit peu à ce niveau. Il n'y a que ça, des poulets dans cette équipe-là. Oui. D'ailleurs, où est-ce que j'ai lu ça? Les Sabres sont à peine plus vieux que... On recommence à parler des Sabres. C'est la 2e équipe la plus jeune de la Ligue après le Canadien. Ouais. Fait que ça va... Ce qu'on a vu hier, ça risque de réarriver. Fait qu'on on voit les plaques tectoniques de la division Atlantique bouger tranquillement. Et il faut parler de Lane Hutson aussi. Ah, je suis tanné. Il est bon, hein? Ah, regarde. Non, mais c'est quand même pas rien. Puis après ça, on va parler de Demidov. Puis après ça, on arrête. OK. Non, je dis. Après ça, on s'en va chez Samuel Blais. Oui, on va parler de Samuel. Ouais. Mais Lane... écoute, à 100 mentions d'aide, le deuxième défenseur à obtenir 100 mentions d'aide le plus rapidement dans sa carrière après Sergei Zubov. C'est pas banal. Sergei Zubov. Ouais. Hein, c'est pas banal. Bravo. Ouais. C'est le record chez le Canadien, toutes positions confondues, pour l'atteinte de 100 mentions d'aide le plus rapidement. Donc, en 132 matchs, le record dans l'histoire du Canadien était détenu par Chris Chelios et c'était 83 en 132 matchs pour la durée de 132 matchs. Là. Alors, tu sais, ça donne... C'est quand même un bon paquet. Mats Naslund, qui était un phénomène quand il est arrivé avec le Canadien au début des années 80, en avait fait 74 en 132 matchs. Et j'ai regardé là, dans l'histoire moderne de la Ligue nationale, toutes positions confondues, Lane Hutson est au 13e rang parmi ceux qui ont atteint les 100 mentions d'aide le plus rapidement. Et depuis le début des années 2000, attachez-vous, il y a juste Sidney Crosby et Connor McDavid qui ont obtenu 100 mentions d'aide plus rapidement que Lane Hutson. Mais là, et tu sais... C'est quand même pas rien. Non, c'est très impressionnant. Mais tout ça risque d'être de l'histoire ancienne l'an prochain quand Ivan Demidov va faire mieux, va faire plus vite. Parce que ça se pourrait, non? Ben là, sur les passes décisives... Il est en avance sur les passes décisives. Sur les passes décisives, il est en avance, ouais. Voulez-vous qu'on fasse un peu comme si on était en direct comme dans l'ancien temps, là, sur genre des ondes hertziennes ou une vieille patente de même? Ben, vas-y. Sors ton gramophone. Oui. Owen Beck et Jacob Fowler ont été rétrogradés au club école du Rocket de Laval. Je répète, Jacob Fowler, surtout, et Owen Beck, dans une moindre mesure. Je m'excuse, Owen, mais bon, ont été rétrogradés. Alors, on recommence, on arrête, on recommence, on ouvre avec ça. Non. On a demandé d'ailleurs sur la question du public comment idéalement se terminerait le ménage à 3. On y reviendra un peu plus tard, mais là, le ménage à 3, semble-t-il, est terminé. Messieurs, vos réactions à chaud! Et moi, je vais être à la Fontainebleau. Ben, j'avais l'impression, il y a jusqu'à tout récemment, que Fowler, étant donné qu'il était le gardien le plus performant du Canadien, puis que les points étaient importants à aller chercher, qu'il conserverait son poste. Mais il y a deux facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est que Samuel Montembeault se replace de belle façon, donc va réclamer plus de temps de jeu et allège la pression d'avoir Fowler dans les alentours de façon immédiate. L'autre chose, puis c'est probablement quelque chose que j'avais sous-estimé ou auquel je n'avais pas suffisamment réfléchi. Je voulais pas te le dire, mais je trouvais que tu n'avais pas suffisamment réfléchi. C'est qu'avec la pause olympique, c'est clair
que c'est lui qui retournerait en bas pour jouer avec le Rocket. Alors, dans quelle mesure tu dis, OK, on va renvoyer Dobeš pour 2 semaines, puis au moment de la pause olympique, on va le rappeler pour le mettre en vacances, pour renvoyer Fowler en bas. Ce jeu de yo-yo-là, c'est pas tellement... C'est pas tellement organique dans une organisation de hockey. Ça aurait été une gestion de Dobeš qui aurait été un peu douteuse. Fait que dans le fond, à partir du moment où Montembeault se replace puis que tu sais que tu vas renvoyer Fowler à terme à Laval, ben ça devenait évident, dans le fond, que ça allait être lui. Écoute, c'est bien pensé. Tout ça est limpide. Alors que j'aurais dit, avant de t'entendre, j'aurais dit... il me semble que c'est Dobeš qui aurait dû... Ou enfin, j'aurais pas été surpris que Dobeš... Ben, c'est parce que Dobeš est plus... Maintenant, je trouve cette idée-là complètement absurde. Ben, c'est parce que... C'est ça. C'est que Dobeš, en même temps, il continue, à mon sens, à être plus chancelant que les deux autres. Oui. Mais sauf que Montembeault est guéri, là. Il est guéri, oui. Et puis, Fowler est quand même un peu moins dominant. T'sais. Puis on dira ce qu'on voudra. Il y a beaucoup question du fait que Dobeš, mais lui, il gagne. Je sais pas pourquoi. C'est beaucoup un facteur de l'équipe devant lui aussi. Puis tant mieux s'il bénéficie de... en anglais, au baseball, on parle de run support, là, d'avoir une attaque qui lui donne des points, qui lui donne des buts. Tant mieux. Mais sauf que... Alors, évidemment, ça redore son blason puis ça améliore sa fiche. Mais je trouvais quand même que même si Fowler n'a pas été au sommet de sa forme face au Sabres, on le sentait un petit peu plus vulnérable. Puis il y a eu d'autres départs avant ça où ça a été le cas. Je le trouvais mieux campé quand même que Dobeš. Sauf qu'à cause de la pause olympique, ça allait de soi quasiment. Il y a beaucoup de choses à dire. Depuis le 1er janvier, Montembeault, 2 victoires, aucune défaite en temps réglementaire, une défaite en prolongation, 917. Il a fait 4 départs de qualité qu'il connaît dans la Ligue nationale, plus son dernier départ dans la Ligue américaine. Il joue avec assurance. Je pense qu'on le regarde jouer, puis là, c'est le Montembeault qu'on avait vu au cours des dernières saisons, pas celui qu'on avait vu en septembre, pas en septembre, mais en octobre et en novembre. Dobeš, 2 victoires, aucune défaite, 833 de moyenne d'efficacité. Et Fowler, 1 victoire, 3 défaites, 897. Je pense au point où on est présentement, là, si ton gardien numéro 1 te montre que retrouver son aplomb, il faut que tu recommences à lui donner la majorité des matchs puis retrouver... Tu as besoin de stabilité dans une équipe de hockey. Alors, Montembeault va reprendre sa place de gardien numéro 1. Dobeš, qui semble être plus performant quand il joue un petit peu moins, quand on l'utilise un petit peu moins. Quand il y a un grand volume de matchs, on dirait qu'il y a de la difficulté à avoir sa constance. Ça va peut-être être bon pour lui. Et Fowler a montré à la direction du Canadien qui sera le gardien numéro 1 de cette équipe-là, éventuellement, dans peut-être pas si longtemps que ça. Peut-être plus proche qu'on pense, oui. Et si tu veux former un gardien numéro 1, il faut qu'il ait le volume de match d'un gardien numéro 1 pour se développer. Alors, tu le retournes avec Laval, ça va aider l'équipe aussi à Laval. Et tu sais que si un autre pépin survient, tu peux rappeler Fowler, puis il va faire la job. Il va faire le travail. Ouais. Alors, ils savent, tout le monde sait où il se situe en ce moment. Puis Dobeš, présentement, c'est un actif pour le Canadien. C'est un gardien qui a une fiche gagnante, un jeune gardien qui a une fiche gagnante dans la Ligue nationale. Fort probablement qu'un jour, il va passer dans une transaction. Ou bien, écoute, je pense qu'il n'apparaît pas proche de déloger Montembeault comme c'est là, mais en tout cas, ils sont plus dans le trèfle jusqu'au genou, plus que beaucoup d'autres organisations à la position de gardien. Et c'est un drôle de marché, le marché des gardiens. Il y a toujours quelqu'un. Des fois, il y a plein d'équipes en même temps qui en cherchent un. Des fois, tu veux en échanger un, puis personne t'offre quelque chose d'intéressant. Mais le Canadien est bien placé à cette position-là. Le Canadien est bien placé parce que Montembeault s'est replacé. Exact. C'est lui la clé dans tout ça, parce que de cette manière-là, une fois il redevient lui-même, bien là, tu n'as pas besoin de précipiter les choses avec Fowler. Et tu n'as pas besoin d'en donner trop à Dobeš, parce que Dobeš, au début, là, quand Montembeault a fléchi puis qu'on a demandé à Dobeš de prendre le relais, il n'était pas prêt pour ça. Puis c'est ça. Et pour l'instant, il est confortable, il est de niveau Ligue nationale en tant que substitut, puis il va jouer un certain nombre de matchs, puis si
si on ne lui en demande pas trop, il devrait faire le travail. Sauf que c'était une trop grosse bouchée pour lui. T'sais. Je pense qu'à terme, ça va devenir un bon gardien de but. Jacob Debesch, il a beaucoup de beaux attributs, mais son développement n'est pas encore terminé. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dire que tout est bien qui finit bien? C'est pas fini. C'est pas fini. C'est ça. Mais je noterai que on avait donné le filet à Fowler. Tu sais, le match contre Détroit, le match contre Buffalo, il me semble que c'était des matchs... Des gros matchs. Plus importants, ou enfin très importants. Et dans les deux cas, on a donné le filet à Fowler. Je fais juste le noter, alors qu'il reprend la direction. Ben, il a Rive-Nord. Oui, il a donné confiance à son équipe. Je pense qu'il il fait partie de cette équipe-là maintenant. Puis je vais être bien curieux de voir. Probablement que Debesch devrait avoir 4 départs peut-être d'ici la pause olympique. D'ici la pause olympique, quelque chose comme ça. Coudonc, il y a combien de matchs d'ici la pause olympique? Écoute, il en reste encore. Là, au mois de janvier. Demain, il y en a 2. En tout, il en reste 9. OK. En tout, il en reste 9. Alors, peut-être que. Puis, tu n'auras pas beaucoup de back-to-back, ça, c'est bien. En fait, je pense qu'il n'y en a même aucun. Aucun match dos à dos. Aucun dos à dos. Fait que, ouais, c'est ça. Alors, peut-être que 3 matchs pour Debesch. Ça ressemblerait à une utilisation d'un gardien. S'il connaît des difficultés dans ses 3 départs et que Fowler, durant les Jeux olympiques, est à pleine vapeur avec le Rocket, je ne serais pas surpris qu'on inverse au retour. C'est toujours possible. Quand on dit que c'est pas fini, c'est que c'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Sauf que tant que Montembeault joue comme un numéro 1, ben, on ne peut pas s'attendre à ce que Fowler, s'il revient dans la Ligue nationale, ait la part du lion non plus. Fait que on essaie de jauger les choses pour avoir à la fois du rendement devant le filet, puis t'assurer que tu peux donner à ton cheval de course là, suffisamment de courses, justement, pour pouvoir se développer comme il faut. Après Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Question du public. Réseaux sociaux. Alors, on vous demandait via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et du TikTok officiel de Tellement Hockey, mais on n'a pas de réponse du TikTok. Peut-être que le TOC est... Je sais pas, peut-être que le TOC... Allez-vous sur le TOC? Moi, je suis pas encore... Pas tant, non. Non, hein? Non. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est vieux. Oui. Mais il va falloir y aller. En tout cas, j'imagine. Moi, je reste juste... Vas-y, tu me diras qu'est-ce que tu as vu. Tu ferais un résumé. Moi, je consulte encore ma page MySpace. Il là. Non, pas vrai? Ça existe? Ah, ben, je sais pas. Je sais pas. J'en ai jamais eu. T'as des intérêts autres, là, la culture, je sais pas, peut-être que des bandes là, obscures que tu suis. Mais je suis pas sûr que MySpace, ça existe encore. Mais si, mettons, ça existe encore, ça... Enfin. Sur le book, alors on demandait dans un monde idéal. C'était joli, le libellé. C'est pas moi, c'est notre gourou des réseaux sociaux ici à Radio-Canada. Dans un monde idéal, comment se terminerait le ménage à 3 chez les gardiens du Canadien? Je vous rappelle Y a-t-il quelqu'un qui a répondu un vendredi vers 10h? Non, ben je pense pas, enfin. Parce qu'on l'embauche, lui. Ouais. Parce qu'il y a un... Ah oui, on l'embauche parce qu'il y a un pool. Là, il y a un pool à faire. J'en profite, là. J'ai un flash, là. Fait que ça nous prendrait quelqu'un là, qui a des dons de médium, j'imagine, ou de clairvoyance. Mais allez faire un tour sur la page des sports du Radio-Canada. Il y a un pool pour les Jeux olympiques. C'est le fun comment c'est fait. Là. C'est pas genre... Il y a comme des choix de réponses. Puis là, vous remplissez votre formulaire. Puis il y a des choses à gagner. Oh. Donc, allez faire un petit tour. Et puis, j'y reviendrai, là, mais c'est en prévision des Jeux. Les gens ont jusqu'à quand pour s'inscrire, Jack? Est-ce que tu le sais par cœur? On ne le sait pas. Mais c'est sûr qu'il n'est pas trop tard. Parce que les Jeux ne sont pas commencés. Phew. Fait que, allez-y. OK, donc, ici, c'est ça. Si quelqu'un a prédit que ça allait se terminer un vendredi à 10h, on l'appelle. C'est lui qui remplit. C'est lui. Puis on lui dit d'acheter un 6,49. C'est lui qui va être en charge. Donc, sur le book, comment va se terminer le ménage à 3? Steph Fowler à Laval, qui l'amène le Rocket loin en série. Le CH n'est pas encore un club aspirant à la Coupe. Hans, toujours sur le book, un bon vieux tournoi de roche-papier-ciseaux. C'est peut-être ça qui est arrivé, puis on ne sait pas.
Sur le Tube, maintenant, Laurent, idéalement, un échange impliquant Dobèche que l'on qualifiera ensuite de vol de grand chemin de la part de Hugo. Ça, c'est l'acronyme désignant Hughes et Gorton. Mais tu évoquais peut-être une transaction, Martin. Pas là, mais pas, éventuellement. Et c'est Monstre de Chila qui a le dernier mot, alors que sur le Gram, il a dit « Fowler à Laval pour qu'il goal un max ». Écoute, de Chila, c'est mon numéro 1 pour remplir mon formulaire pour le pool. Continue ton bon travail. On salue le monstre. On salue le monstre. Bon, OK. Il y a eu, évidemment... Est-ce que c'est le même jour, la signature de Texier, que la démission du premier ministre? Oui. C'était pas une... Non, c'était pas une blague. Je travaillais au 15-18 cette journée-là, puis finalement, j'ai senti que j'allais. T'es toujours rendu là. De plus en plus. Il commence à l'adopter. Ouais. Le 15-18, l'émission du retour à la maison dans le Grand Montréal, à la radio de Radio-Canada. Ah oui, fait que j'imagine que ça a coupé dans ton temps. Mais finalement, non, mais disons que je savais que j'apportais juste un... Ouais. On va changer de sujet pendant quelques secondes si vous le voulez bien. Voilà, Mais Annie c'était ma Desrochers, contribution. qui est l'animatrice, toute l'équipe... Grande fan de hockey. Ou grande fan de sport. Donc, sur le surprise au maître, la démission de François Legault étant 10, où est-ce que se situe l'annonce de la signature de Texier pour 2 ans? Où est-ce que ça se situe? Parce que moi, honnêtement, je suis content, puis pourquoi pas, puis d'accord, mais j'ai été surpris. C'est arrivé rapidement. Ouais. C'est arrivé assez rapidement. Oui, ça aurait pu... Pourquoi? Je pense que... Pourquoi c'est arrivé rapidement? Pourquoi? Ouais. Parce que le Canadien trouvait tellement que pardonnez-moi l'anglicisme, le fit était bon, qu'ils évaluaient que les succès de Texier ne sont pas juste passagers et qu'il n'allait que faire augmenter sa valeur d'ici la fin de la saison. Donc, étant donné qu'ils ont déjà pris la décision de dire, lui, on le veut, en le faisant signer un contrat tout de suite, il sauve de l'argent plutôt que d'attendre la fin de la saison. Le rabais, mon vieux. Combien il a laissé Texier? Il n'y a rien de plus important que le rabais. C'est combien, c'est ça? Combien tu laisses? D'accord. Est-ce que... Cela dit, il va très bien. C'est une renaissance. T'sais, moi, je me souviens des premiers pas de Texier dans la Ligue nationale. Si ma mémoire est bonne, il est arrivé pendant les séries éliminatoires avec les Blue Jackets. Puis je regardais ce gars-là jouer. D'où il sort. Il arrivait d'Europe directement, si ma mémoire est bonne. Puis il jouait en séries éliminatoires de la Ligue nationale avec aucun complexe. Dans la Ligue nationale de hockey. Oui, à ses premiers pas. Puis le joueur qu'il était à Saint-Louis était méconnaissable. On en avait parlé un petit peu. J'avais visionné ses derniers matchs avec les Blues, puis il avait l'air complètement éteint. Bravo, c'est un signe d'efficacité ou d'efficience d'une organisation professionnelle d'être capable d'extraire un joueur dans un milieu X et de dire, nous, on va en faire un autre joueur dans notre environnement pour telle et telle raison. On est capable de donner plus. Au baseball, dans le baseball majeur, même les Dodgers de Los Angeles, qui sont l'équipe qui dépense le plus en masse salariale, c'est une spécialité pour eux de les chercher des gars dans des équipes, des lanceurs particulièrement, en disant, ce gars-là a une moyenne de points mérités de X et on va être capable de le rendre encore plus efficace parce qu'on va le faire travailler selon nos paramètres et tout ça. Et chapeau à Martin Saint-Louis parce qu'il a réussi ça. Il a réussi à redonner l'étincelle à beaucoup de joueurs ou à donner l'étincelle à beaucoup de joueurs depuis qu'il est arrivé derrière le banc. Oui, puis je pense que c'est aussi le témoignage d'un environnement qui est sain. De faire arriver des joueurs dans un groupe où tu dis, OK, on sait qu'on est capable de récupérer des joueurs qui sont malheureux, puis de les rendre heureux et de faire en sorte qu'ils vont se sentir bienvenus puis ils vont performer à la hauteur. C'est pas... il n'est pas le seul, mais Alexandre Texier, à dire « Je suis donc content d'être ici ». C'est finalement... C'est le refrain que tout le monde entonne. Mais c'est dans ce genre de situation-là où ça rapporte le plus parce que, en tout cas, ça va de soi d'une certaine manière de dire que si tu es malheureux à l'extérieur de la patinoire, tes résultats vont s'en ressentir, mais ça me semble particulièrement vrai dans le cas d'Alexandre Texier, que je ne connais pas encore personnellement, mais
il n'était pas bien à Saint-Louis. Puis je pense que même à ses derniers milles avec Columbus, ça ne fonctionnait pas non plus. Mais tout l'environnement de Montréal, le fait francophone, le fait de se retrouver accueilli, puis d'avoir des référents culturels aussi, ça le rapproche de la maison, puis ça fait en sorte que tu dis « Hey, je suis bien ici. » là. Évidemment, ben oui. C'est ça. C'est sûr que Montréal, c'était un endroit tout désigné pour un joueur français. C'est ça. Ça va de soi. Mais moi, c'est juste que c'est avec Gascon qu'on avait cette conversation-là. Ou non, je pense, ou Martin était peut-être en vacances la semaine passée, mais on se demandait... Parce que moi, je pense... Enfin, il me semble que sa place... Elle n'est pas... Ben, je sais pas. Est-ce que c'est ça sa place sur le premier trio? Parce que si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Puis... Ouais, mais la beauté de la chose avec Alexandre Texier, c'est que tu peux le mettre à peu près n'importe où, puis ça va être correct. OK. T'sais, tu peux le faire jouer sur ton troisième ou même ton quatrième trio, parce que là, 3 et 4, une fois que Evans va être revenu, bien malin, celui qui va être capable de différencier qui est le trio le plus élevé dans la hiérarchie entre celui de Dano et celui d'Evans, ça va être un bottom six. Puis tu pourrais mettre Texier avec l'un ou l'autre, puis il serait capable de t'en donner. Sa polyvalence est quelque chose qui... Je pense que la polyvalence est très séduisante pour le Canadien. Ouais. Son intelligence du jeu aussi. Encore plus que sa rapidité ou son gabarit. C'est pas ça. Là. C'est vraiment... C'est lectures du jeu qui sont capables... qui font en sorte qu'il est capable de suivre des joueurs de premier trio, mais qui est capable aussi de contribuer dans des aspects plus défensifs, puis de pouvoir se promener un petit peu partout dans la formation. Ça devient, à certains égards, une version moderne de Paul Byron. Là. OK. Je pensais qu'elle allait dire un couteau français. Et il C'est ça. y a 26 ans. Oui. Ce qui est une belle qualité. Oui. Quand tu bâtis un projet à plus long terme. Mais ce qui est le fun et ce qui est intriguant dans cette signature-là, c'est que là, ça indique, ça envoie le message que la direction du Canadien le voit dans sa soupe à plus long terme. Ça va mettre de la pression sur d'autres joueurs. Parce que il y a des jeunes qui vont s'en venir, que ce soit Michael Hage, éventuellement Alexander Jarowski. Quelle place il va rester pour certains autres joueurs, que ce soit des jeunes qui poussent et qui veulent faire leur place dans la Ligue nationale? On parle de Wenbeck tout à l'heure. Des joueurs de jeunes joueurs qui sont déjà là, comme Zachary Bolduc, Kirby Dach, Alex Newhook, des vétérans comme Brendan Gallagher. Je trouve que si la direction du Canadien se commet en disant lui, il va faire partie de notre recette, puis on n'attendra pas à l'été pour déterminer s'il en fait. C'est déjà décidé. Ben, je trouve que ça m'apparaît annonciateur d'autres mouvements et de d'autres priorités qui vont être prises en disant, mais toi, tu pensais faire partie du mix? Finalement, peut-être pas. Mm-hmm. Alors, j'ai hâte de voir, finalement, à ce jeu de courte paille-là, qui va écoper. Je pensais, quand tu disais tout à l'heure, sa valeur va augmenter. Quand tu parlais de Texier, tu disais c'était mieux de le signer là parce que sa valeur va augmenter. Je pensais que tu allais évoquer un scénario de transaction. Je ne sais pas s'il a une clause de non-échange, Texier, mais il ne trouvera pas ça drôle, d'après moi, si jamais c'est comme ça que ça se termine. Là, coudonc, est-ce qu'il va rester des joueurs qui ont été annoncés sur cette sélection canadienne? Parce qu'on est quoi, à 4-5 là, qui sont blessés? En fait, il y a une deuxième annonce qui est prévue la semaine prochaine de la composition de l'équipe canadienne. Est-ce qu'il va y avoir des Québécois? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à un Québécois? Je pense pas. Je ne sais pas si on va descendre aussi loin que ça dans la liste. Mais tous les sites spécialisés qui font la compilation des blessures dans la Ligue nationale montrent que cette année, tout le monde le sait, le calendrier est compressé en raison de la présentation des jeux, mais on surpasse avec une assez bonne marge de la moyenne de blessures qu'on a vues depuis le début des années 2000 dans la Ligue nationale de hockey. Et mine de rien, c'est ça, l'équipe a été annoncée le 31 décembre. Ouais. Nous étions là. Ouais. Et il y a 5 joueurs qui se sont blessés, qui font partie de l'équipe canadienne, donc qui se sont blessés depuis ce temps-là. Ce ne sont pas toutes des blessures à long terme, mais quand même, ça reste l'équipe la plus vieille
de l'histoire, depuis que les joueurs de la Ligue nationale Là, on parle de participent aux Jeux qui, olympiques. là? Je vais Martin, pour le nommer. bénéfice Je vais là, de le nommer. nos Alors, auditeurs. il y a Brad Marchand qui s'est blessé. Donc, lui, je pense qu'il est sur le point de revenir au jeu. Il a recommencé à s'entraîner avec son équipe. Bo Horvat est blessé. Tom Wilson s'est blessé. Devin Taves, défenseur de l'Avalanche. Et Braden Point qui a subi cette semaine une blessure assez sérieuse à un genou on a dû supporter pour qu'il sorte de la patinoire. Et chez le Lightning, on dit que c'est une blessure à surveiller là, de semaine en semaine. Donc, ça s'annonce. On n'est pas. C'est pas de jour en jour. C'est ça. Le départ pour Milan n'est pas dans. Ça se passera pas dans 2 mois. Là, ça arrive assez vite. Alors, c'est ça. Ça monte juste et je regarde. Il y a des joueurs du côté suédois aussi. Il commence à y avoir pas mal de blessés. Il y en a chez les Américains. Mais quand même 5 vétérans qui se sont blessés depuis l'annonce. Ça montre qu'il va pas. Les gars qui n'ont pas été choisis de justesse, là, on va probablement en voir surgir quelques-uns. Et Braden Point, c'est un joueur important dans la formation. C'est un joueur qui joue régulièrement pour John Cooper. Et si lui n'est pas en mesure de participer au jeu, j'ai hâte de voir comment on va procéder. Oui. C'est probablement l'absence la plus inquiétante et la plus probable dans ce groupe-là. Là. Son genou droit, c'est ça regarde pas bien. Selon mon collègue Chris Johnston, il était... le poste qu'on lui prévoyait, c'est d'être ailier droit sur le trio de Connor McDavid. OK. Alors, si cela s'avère, là, ça regarde... Doug Armstrong avait dit, le directeur général de l'équipe canadienne, si on a des blessés, on va essayer de les remplacer en fonction du casting qu'ils remplissent. Alors, si ce qu'on voit de Braden Point, c'est on veut l'utiliser à droite sur un trio de caractère offensif, ben là, on pourrait aimer les chances de Connor Bedard à ce moment-là. Ah ouais. Ah. Tu vois, moi, j'aurais... Si tu joues au sein du trio de Connor McDavid, ça veut dire que tu vas jouer contre le meilleur trio adverse. Oui. Fait que Connor Bedard, c'est comme... Écoute, moi je l'aime beaucoup, mais c'est une bonne commande. Une grosse bouchée. C'est sûr. Mais écoute, il y a Braden Point aussi. Je pense qu'il n'y a pas énormément de droitiers au sein de cette équipe-là. Fait qu'on va essayer de rester sensible à ça. Bedard, c'est un droitier. Ou bien on élève un joueur de centre qui est là, Suzuki qui pourrait très bien jouer à l'aile. Est-ce qu'on juge qu'il a ce qu'il faut pour aller remplir ce mandat-là? Bonne question. Peut-être que ça donne... Il a une conscience défensive ou une responsabilité sur 200 pieds qui est supérieure à Connor Bedard à ce stade-ci de sa carrière. Je le veux bien. Si on veut faire ça, ben à ce moment-là, peut-être qu'on peut apporter un nouveau joueur de centre. Je pense que Sam Bennett, c'est un de ceux qui cognait à la porte, là, puis il était un des derniers retranchés. À mon sens, ça m'apparaît comme les deux candidats les plus susceptibles d'être rappelés si jamais Braden Point doit rater les jeux. Je comprends le concept du casting, mais moi, ça me semble, j'aurais eu tendance à procéder avec c'est qui le dernier qui a été coupé. Ça me semble c'est lui qu'on embarque. Mm-hmm. J'imagine, mais enfin, si c'est pas Sam Bennett, il devait pas être loin. Ben, Tom Wilson, par exemple, il a recommencé à s'entraîner, à recevoir des contacts à l'entraînement, donc ça annonce que son retour au jeu ne devrait pas trop tarder. Mais s'il devait rater les Jeux olympiques, c'est clair que Sam Bennett, ce serait le gars qui le remplacerait. Ouais, parce que là, il y a le casting aussi. Exactement, c'est ça. Moi, mon inquiétude n'est pas tant par rapport à la participation. Il y a des gars qui vont être revenus au jeu. Le Brad Marchand va être revenu au jeu et tout ça. Bon, et un gars comme Braden Point a de bonnes chances de ne pas être là, mais je me dis, c'était un paquet de joueurs. Tu arrives à Milan avec un paquet de joueurs qui sont âgés de 30 ans et plus et qui reviennent à peine de blessures. Quand les gars recommencent à jouer, habituellement, ils ne sont pas tout à fait à 100%. Là, c'est OK, ça va fonctionner. Fait que si tu entraînes un pourcentage de ton alignement assez important, je me demande juste à quel point ça peut changer la dynamique ou l'efficacité de ton équipe. L'équipe canadienne va commencer avec 3 matchs en 3 soirs, en 3 jours. Si ma mémoire est bonne, la ronde préliminaire. Ah oui, des dos à dos à dos. Oui. Ah oui. Oui. Puis, tu sais, c'est pas des oppositions à la vie, à la mort. Okay.
Mais ça me semble que c'est 3 matchs en 3 jours. Puis après ça, là, le rythme diminue. Il y a des jours d'entraînement et tout ça. Puis les matchs qui vont compter vont commencer. Mais quand même... il y a un petit risque, là. Ouais, c'est pas c'est totalement rassurant. C'est l'équipe la plus vieille, l'équipe olympique la plus vieille de l'histoire. Je parle quand les joueurs de la Ligue nationale étaient là, l'équipe canadienne la plus vieille. Puis si les gars traînent des bobos un peu encore ou qui ne sont pas tout à fait remis, je pense qu'il faut juste garder ça en tête. Oui, c'est ce qu'on fait. Oui, puis un gars comme Bo Horvat, là, tu mentionnes ça, c'est un gars qui pourrait, justement, c'est un autre couteau suisse, là, c'est un gars qui peut faire beaucoup de choses sur la patinoire, quoique c'est pas vraiment un allié. Mais lui, il a joué seulement 4 matchs depuis le 11 décembre. Alors, il s'était blessé. Il y avait eu une première blessure à laquelle j'avais assisté. J'étais à Long Island ce soir-là. Il est revenu au jeu puis s'est blessé de nouveau le 1er janvier. Il n'a pas rejoué depuis le 1er janvier. Donc, si lui doit revenir, c'est un bon exemple là, d'un joueur dont l'absence aurait été suffisamment longue pour que tu te dises, est-ce qu'il va avoir exactement repris son rythme là, au complet au moment des Jeux olympiques. Fait que ça va être à surveiller. Borvat. Hey, Nick Suzuki serait avec Connor McDavid. Ça, c'est notre seul joueur québécois. Ça serait quelque sur chose le premier quand trio. même. Quel revirement de situation. Alors ça, j'ai le calendrier ici. 12 février, Tchéquie contre Canada. 13 février, Canada contre Suisse. Et 14 février... C'est le 15. C'est 3 matchs en 4 soirs. C'est 3 matchs en 4 soirs, c'est ça. Comment dire, ce qui est beaucoup, là. C'est mieux, mais pas tant. C'est mieux, mais c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas rien. Ça fait pas une grosse différence. Non. Tant qu'à ça, j'ajouterais. Alors, on garde ça en tête. C'est ça. Ce sera peut-être un sujet récurrent en début de tournoi olympique, cette friabilité. Oh! Je suis pas sûr. Jacques-Alexis qui me rappelle à l'oreille que la dernière fois... Est-ce que c'est la dernière fois? Oui. Oui, à Sochi. Stamkos s'était blessé juste avant. Remplacé par Martin Saint-Louis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont gagné. Martin Saint-Louis est devenu entraîneur du Canadien. Ben oui. C'est ça. Oui, le lien est direct. Voilà. Là. Et c'est fait que ça. surveillez bien Braden Point devenir entraîneur. On parle de français et devenir... Oui. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui. Merci infiniment ça me fait plaisir. de ta participation à cet épisode. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Messieurs, quel bonheur d'être avec vous. Je peux comprendre. Merci infiniment également. Il manque pas d'estime de lui. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur signataire de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un excellent week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.